Je salue Monsieur le rapporteur Didier Le Gac et nous en venons donc à l'examen. C'est une deuxième lecture de la proposition de loi modifiée par le Sénat visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime. Ce texte, je le rappelle, sera à l'ordre du jour de la séance publique le mercredi 19 juillet prochain. Voilà, donc je passe tout de suite, on est en deuxième lecture, je rappelle, il n'y a pas de DG, je passe tout de suite la parole à Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Alors effectivement, quelques mots, si vous voulez bien, avant d'aborder les amendements. Pour vous dire, Madame la Présidente, chers collègues, que je suis heureux de vous retrouver pour la deuxième lecture de la proposition de loi visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer donc la sécurité du transport maritime. Le 28 mars dernier, vous le savez, notre Assemblée a adopté à la quasi-unanimité cette proposition de loi, suivie le 21 juin par le Sénat, également à l'unanimité, témoignant ainsi de notre attachement collectif et transpartisan à la sauvegarde de la marine marchande de notre pays, puisque c'est bien ça dont il s'agit aujourd'hui. Je ne reviens pas sur la genèse de ce texte, mais comme vous le savez, les armateurs français, les marins nous regardent et attendent avec impatience ce texte qui sera une première. En effet, jamais notre Parlement n'avait légiféré sur cette question auparavant. Le temps presse, la pression concurrentielle déloyale est de plus en plus forte. C'est pourquoi l'adoption de cette proposition de loi doit impérativement, selon moi, intervenir dans les meilleurs délais avant la fin de l'été. En effet, les décrets d'application doivent être soumis ensuite pour certains au Conseil supérieur de la marine marchande, puis au Conseil d'État, soit, comme vous le savez, un processus long de plusieurs mois avant leur signature. Retarder l'adoption du texte aujourd'hui conduirait inévitablement à reporter son entrée en vigueur, au moins après le début de l'année 2024. Surtout que, sur le fond, très franchement, chers collègues, les modifications apportées par le Sénat n'ont pas affaibli la portée de notre texte. En effet, les avancées majeures que nous avons introduites ici à l'Assemblée, avec d'une part l'instauration d'un salaire minimum et d'autre part la parité obligatoire, temps de travail, temps de repos, ont été maintenues, voire sécurisées juridiquement et donc renforcées par le Sénat. Et même si nous sommes tous attachés ici, bien évidemment, au droit d'amendement et au débat parlementaire, l'urgence de la situation, encore une fois, doit être notre seule boussole et devrait nous conduire à un vote conforme. Sur le fond, le texte qui nous a été mis aujourd'hui me semble constituer un compromis équilibré entre efficacité de la loi de police d'une part et sécurité juridique d'autre part, dans un contexte où des recours semblent probables, sinon certains. Concernant l'article 1er qui définit le champ d'application de la PPL, le secrétaire d'État à la mer a rappelé à l'Assemblée comme au Sénat que ce texte de loi avait bien vocation à s'appliquer uniquement aux liaisons transmanches et en aucun cas aux liaisons avec la Corse ou avec le Maghreb. Je sais que c'est un sujet qui est cher à notre collègue Sébastien Jumel, qui a déposé un amendement dans ce sens, que je tiens à remercier et à rassurer tout de suite. Sur ce sujet, cela sera bien précisé dans le décret et je demanderai au ministre la semaine prochaine de s'y engager formellement au banc. Concernant l'organisation des rythmes de travail et de la rémunération du temps de repos des marins, maintenant, dans ce domaine, soyez aussi rassurés, c'est tout simplement le droit commun du travail qui s'applique. Les salariés sont rémunérés pour leur temps de travail. En revanche, les repos hors cadre des congés payés ne sont pas rémunérés, comme c'est le cas pour l'ensemble des salariés de notre pays, ni plus ni moins. Les contrôles permettront néanmoins de s'assurer que les marins employés sur le transmanche respectent bien ce rythme fondé sur la parité entre temps de travail en mer et temps de repos à terre. C'est fondamental. Concernant ensuite le dumping social que subissent les armateurs français assurant les liaisons maritimes avec la Corse, soumise au cadre très protecteur du dispositif de l'État d'accueil, le point d'équilibre, me semble-t-il, à être trouvé au Sénat est le bon. D'une part, les sanctions pénales dont le renforcement avait été inscrit à l'article 1er bis existent déjà. D'autre part, le régime de sanctions administratives introduit à l'article 1er ter, plus souple et rapide, a été conforté afin d'améliorer l'efficacité des contrôles. Et à ce sujet, je remercie le collègue Colombani, notre collègue Colombani, d'avoir retiré son amendement. Pour finir, concernant la suppression des rapports sur le contrôle des pratiques de dumping que nous avions introduits aux articles 3 et 4, comme l'a rappelé le Sénat, nous, parlementaires, disposons d'autres moyens de contrôle, j'y reviendrai tout à l'heure. Bref, arrivé quasiment au terme de l'examen de ce texte, j'ai pleinement conscience que cette proposition de loi ne peut épuiser à elle seule la question des pratiques déloyales dans le domaine de la marine marchande.
Des négociations au niveau européen seront nécessaires désormais pour faire évoluer les règles de la concurrence dans le secteur du transport maritime. Et par ailleurs, nous attendons également l'application du texte de la loi britannique, adoptée aussi cette année. Je le répète ici, chers collègues, néanmoins, l'adoption de ce texte constitue bien une première étape déterminante pour mettre un terme aux pratiques les plus néfastes, à la fois pour les marins, mais aussi pour la sécurité des liaisons transmanche. Je tiens à rappeler encore une fois qu'une loi de police sera d'autant plus efficace qu'elle ne souffrira d'aucune insécurité juridique. Pour conclure, je tenais à me féliciter, bien évidemment, avec vous, chers collègues, du travail collectif qui a prévalu autour de ce texte de loi, travail qui a permis d'enrichir considérablement le texte initial de ma proposition de loi. Ainsi, des 3 propositions de loi déposées sur le même thème, sur cette même question et déposées sur le bureau de notre Assemblée il y a moins d'1 an, nous avons réussi à n'en faire qu'une seule, un texte co-construit et renforcé juridiquement par le Sénat et que nous pouvons être fiers aujourd'hui de présenter la semaine prochaine dans l'hémicycle à nos collègues. Merci à vous tous. Merci bien, monsieur le rapporteur. Eh bien, nous allons tout de suite passer à l'examen. Article... Alors, oui. Pardon? Non, effectivement. Ah bon. Il y avait 19... Non, juste une précision, Madame la Présidente. Il y avait bah. 19 amendements hier soir déposés. 4 pendant la nuit ont été déclarés irrecevables. 3 ont été retirés. Donc, il ne reste plus que 12 amendements à examiner ce matin. Très bien pour cette précision, monsieur le rapporteur. Alors, article 1er, et je passe tout de suite la parole à monsieur Jumel. Merci, Présidente. Bon, la loi Jumel est devenue la loi Le Gac. C'est plutôt bien comme ça. Le travail que nous avons coélaboré a permis d'aboutir à un consensus d'une loi qui n'est pas révolutionnaire, qui ne solde pas l'ensemble des sujets liés aux pratiques peu respectueuses des hommes et des femmes qui font vivre nos liaisons maritimes, mais qui permet tout de même de les protéger. Je voulais voilà, manifester ma satisfaction de cela. Il y a une forme d'urgence à voter vite, à constituer une task force à l'échelle européenne pour obliger à cette échelle-là la prise en compte de mesures de protection, au bout du compte du statut des marins français et d'un haut niveau d'exigence sociale. Je me déclare disponible pour aller porter la voix des marins français à l'échelle européenne avec tous ceux qui voudront bien. Le sens de cet amendement, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, vise à obtenir un engagement ferme au banc du ministre sur le périmètre de la loi que nous allons adopter. Je souhaite que cette loi se résume à réglementer le dumping social qui fait mal aux vies et qui fait mal au territoire, simplement sur les lignes transmanche, entre l'Angleterre et la France, entre les îles anglo-normandes et nos territoires, et évidemment exclure du champ d'application de cette loi les lignes méditerranéennes. Tel est le sens de cet amendement d'appel dont je mesure qu'il ne prospérera pas parce qu'il faut que le texte soit voté conforme, mais dont je vous annonce que je le redéposerai en séance pour obtenir du ministre des engagements clairs, fermes, dans la rédaction du décret pour nous rassurer sur ce point. Très bien, monsieur le député. Monsieur le rapporteur ? Oui, merci, cher collègue Sébastien Jumel. Vous avez raison, effectivement, de le redéposer en séance. Ce sera l'occasion, effectivement, pour que le ministre, le gouvernement puisse réitérer cet engagement devant la représentation nationale. Le ministre a pris l'engagement lors de la première lecture à l'Assemblée et au Sénat, et une communication en son nom a été faite également au Conseil supérieur de la marine marchande. En ce sens, donc, comme vous, je partage cette préoccupation et je souhaite que le ministre s'engage au banc, comme il avait fait d'ailleurs, rappelez-vous, au banc, il avait dit qu'il prendrait un décret pour dire que le RIF ne devait pas concerner les liaisons transmanche. Le décret a été pris depuis, donc l'engagement a été tenu par le ministre. Très bien. Donc, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Ou une demande de retrait. Ou une demande de retrait, mais je regarde, j'en déduis au regard de monsieur Jumel, on se comprend, qu'il ne va pas le retirer. Donc, c'est pour ça que je le mets aux voix. Mais il peut me contredire, monsieur Jumel.
Vous lisez parfaitement dans mon regard, madame la Ah, présidente. écoutez, voilà. Donc, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, madame Rouault. Madame la présidente, le changement d'horaire nous met en difficulté. Vous savez que pour avoir des trains, c'est extrêmement compliqué. Bon, je pense que ça va passer, mais c'est un peu la raison aussi de l'agacement tout à l'heure, parce que nous étions convoqués pour ce projet de loi à 9h30. Voilà. Alors cet amendement, en fait, c'est juste deux. Enfin, je peux me présenter celui-ci et le suivant. C'est par rapport à, c'est presque rédactionnel. C'est sur le SMIC horaire. Il n'est précisé nulle part entre net et brut dans ce texte. Et donc, pour nous, c'est hyper important de bien préciser que c'est le SMIC horaire brut, le salaire des marins. Et puis, bien sûr, de préciser aussi l'index, l'évolution du SMIC, en tout cas, le coup de pouce par voie réglementaire, tout comme pour le SMIC. Très bien, monsieur le rapporteur. Madame la députée, votre amendement est satisfait, donc je vous demanderai de le retirer. Il est bien évidemment satisfait puisque le salaire brut est la référence générale en droit français. Donc le droit français ne retient que la notion de salaire minimum brut dans le Code du travail, ainsi que dans les conventions et accords collectifs. Donc c'est un amendement qui est satisfait. Donc comme on... Hein, Il est retiré. il est satisfait. Et juste pour vous répondre au changement d'horaire, en fait, j'ai essayé de satisfaire Madame la rapporteure qui avait un rendez-vous tout à l'heure auprès de la Première ministre. C'est la raison pour laquelle on a... voilà. Donc, mais de toute façon, toutes les choses, enfin, tout s'est fait après information. Hein. On a tenu à vous informer de ce changement d'horaire. Voilà. Et j'en suis désolée. Alors, ensuite, amendement suivant. Madame Rouault, à nouveau, vous avez la parole. Sur le 5, OK. Donc, monsieur le rapporteur. Même réponse, hein, l'amendement est déjà satisfait, madame la députée, donc je vous propose de le retirer, dès lors qu'effectivement les dispositions du Code du travail relatives aux modalités de fixation du SMIC et sa revalorisation sont la référence. Eh bien, la revalorisation est de fait, bien évidemment, puisque le SMIC, encore une fois, s'applique dans les dispositions du Code du travail. Retiré également. Merci bien, madame la députée. Madame la députée, vous avez encore la parole pour le 2. Oui, prenez un peu plus de temps. Comme en première lecture, nous considérions que cette proposition de loi était pas suffisamment ambitieuse et le professeur Chaumette, éminent spécialiste du droit maritime lui-même, est catégorique. Cette loi construite finalement sur un seul motif d'éviter des recours, elle ne servira à rien car il faut impérativement garantir à travers cette loi que la rémunération du temps de repos à terre soit équivalente à celle du temps d'embarquement heure pour heure. Je vous écoutais tout à l'heure, monsieur le rapporteur, vous disiez que ça n'existait pas. Ben si, dans les marins français, quand ils sont en mer ou quand ils sont sur terre, ils ont exactement les mêmes rémunérations. Donc c'est le sens de cet amendement, parce que finalement, c'est sur ce point que s'appuient les compagnies pour faire du dumping social. Monsieur le rapporteur. Bien, d'abord, madame la députée, dire que cette loi que nous allons voter, je l'espère, la semaine prochaine, ne sert à rien, me semble quand même excessif. Je ne sais pas si le professeur Chaumette l'a vraiment dit comme ça. C'est quand même, en tous les cas, la première fois que le Parlement français va voter une loi pour instaurer, d'une part, un salaire minimum sur les navires du transmanche, et deuxièmement, instaurer l'obligation de parité entre le temps de travail et le temps de repos. Bien, néanmoins, cette question, effectivement, sur la rémunération du temps de repos, c'est une fausse question. D'abord, les marins ne sont effectivement pas rémunérés pour leur temps de repos, mais c'est le cas en réalité pour l'ensemble des salariés en France. Les repos n'ont pas d'impact sur le montant des salaires. Comme à terre, non mais... Madame la députée, comme à terre, la rémunération des marins est calculée à partir du temps de travail effectué, qui est de 35 heures hebdomadaires. C'est uniquement le temps de travail effectué qui est rémunéré, pas le repos. Les salariés, comme les marins, sont donc payés sur la base d'un temps de travail qui génère des repos hebdomadaires, des repos compensateurs en cas d'heures supplémentaires ou de dépassement de la durée maximale de travail. Donc, vouloir rémunérer, comme vous le souhaitez, le temps de repos, c'est faire payer deux fois les marins,
c'est donc faire payer 2 fois les marins, puisqu'il y a équivalence en durée entre le temps de repos et le temps de travail. Bref, ce serait une nouveauté, ce serait absolument inédit, et il faudrait alors le faire pour tous les autres salariés, afin de ne pas avoir de rupture d'égalité, et surtout, cette disposition remettrait en cause complètement le modèle économique de tous les armateurs, mais pas seulement français. Très bien, oui, Madame Rouault. Alors, monsieur le rapporteur, vous n'êtes pas sans savoir que les marins ne travaillent pas 35 heures. Les marins travaillent 48 heures sur un bateau. Donc, si déjà ils ont des compensations à 35 heures, le compte n'y est pas. Quand chez P&O, il faut un marin pour un poste, dans les autres compagnies maritimes françaises, il faut 2,5 marins pour un poste. Comment voulez-vous lutter contre ce dumping si vous ne rémunérez pas? Les marins sont rémunérés par rapport à leur temps d'embarquement qui est de 48 heures et pas de 35 heures. Alors, ne parlez pas du droit français, on est dans le droit maritime. Ce n'est pas la même chose. Très bien. Monsieur Jumel. Bon, d'abord, moi je pense que quand on a adopté mon amendement sur le temps de travail compensé par la même période de temps de repos, 15-15 ou 3 semaines, c'est là qu'on a empêché aux marchands de savonnettes de prospérer. Parce que, rappelez-vous, P&O qui embauche des marins payés au lance-pierre venus de pays low cost, les fait travailler sur des séquences de 10 semaines, 12 semaines, et ensuite les met sac à terre sans leur donner un rond. Ce que nous avons adopté nous prémunit de ça. Et d'une certaine manière, nous prémunit de cette concurrence déloyale que représente la mise en place de temps de travail qui ne correspond pas à ce qu'il faut sur les liaisons maritimes pour des questions de sécurité. Je rappelle que notre loi, elle ne peut prospérer que si elle est une loi police qui adosse les conditions de travail et les conditions sociales à des exigences de sécurité. Après, moi, je pense que la préoccupation de ma collègue socialiste, qui reprend la préoccupation exprimée par le syndicat CFDT Transmanche, pour être tout à fait clair, elle n'est pas complètement illégitime, parce qu'il faudra un jour qu'on s'intéresse aux contrats courts. Parce que sur les contrats courts, la question du temps de repos, c'est un sujet. Mais nous sommes enfermés dans l'exigence d'efficacité de cette loi police. Et donc, voilà, moi, je pense que si on ne vote pas conforme, pour être tout à fait clair, ça renvoie à après les élections sénatoriales l'adoption de notre loi. Et si on la renvoie après les élections sénatoriales, les marchands de savonnettes du Transmanche vont continuer à flinguer nos lignes Transmanche. Et ça, je pense qu'on ne peut pas se le permettre. Très bien. Madame Fiat. Madame la députée Fiat. Fiat. Merci, Madame la Présidente. En fait, j'ai juste 2 petites questions pour Monsieur le rapporteur, qui nous dit que les temps de repos ne sont pas rémunérés en France. J'ai juste 2 questions. Quid des congés payés et des repos compensateurs dans notre pays? Mais justement, ce n'est pas la même chose, Madame la députée. Non, un congé payé n'est pas un temps de repos. Et un repos compensateur non plus, c'est ce que j'ai dit dans ma réponse tout à l'heure. Bien évidemment, les repos compensateurs et les congés payés sont rémunérés, mais pas le temps de repos. Donc, pour répondre à Madame Rouault, à nouveau, encore une fois, outre le fait qu'il faudrait instaurer avec votre amendement une double rémunération, qui a duré. Mais si, parce que vous proposez effectivement de payer les marins quand ils sont en mer, quand ils travaillent, et en plus quand ils sont en temps de repos. Donc ça induirait une disposition qui ferait une double rémunération, qui remettrait en cause totalement tous les équilibres économiques de toutes les compagnies, mais surtout, Sébastien Jumel a répondu, et je suis d'accord avec lui, c'est vrai que les syndicats poussent à une telle mesure, parce qu'ils craignent notamment que les marins étrangers soient tenus de travailler sur d'autres lignes pendant leur repos. Et comme on l'a dit, sauf que justement, avec la parité, vous dites que cette loi ne sert à rien, mais la parité obligatoire que nous créons à travers cette loi, que nous introduisons, va justement compliquer, limiter le fait que les gens ne pourront pas, les marins ne pourront pas aller travailler d'une compagnie à l'autre. Le fait qu'on impose un temps de travail, une obligation de parité, va considérablement limiter le phénomène. Donc voilà, avis défavorable. Très bien. Monsieur Di Filippo.
Oui, merci Madame la Présidente. Le désaccord profond, il vient du fait que, pour la collègue qui présente l'amendement, le temps d'embarquement est systématiquement du temps de travail de la première à la dernière minute. Or, ce n'est pas le cas. On ne peut pas considérer ça. Sinon, effectivement, dans ce cas-là, il n'y a plus d'aucun équilibre économique pour aucune des compagnies. C'est la mort complète d'un modèle. Donc, il faut quand même garder aussi un équilibre et prendre en compte les temps de repos pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des temps de repos, même si on ne peut pas en jouir à loisir au sein de son foyer ou dans ses activités, mais ça ne peut pas être comptabilisé comme du temps de travail. D'ailleurs, il y a d'autres compensations qui sont prévues pour compenser ces suggestions. Très bien, Monsieur Molac. Oui, je voulais juste ajouter qu'il y a effectivement un certain nombre de métiers comme ça où les temps de non-travail ne sont pas rémunérés. Les enseignants, par exemple, sont payés 10 mois de l'année répartis sur 12. Les grandes vacances ne sont pas payées, en fait. Très bien. Alors, je mets donc aux voix cet amendement, puisqu'il est maintenu, qui a reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Nous arrivons à des amendements identiques et je passe la parole à Madame Rousseau. Merci Madame la Présidente. Alors l'amendement qu'on nous proposons, c'est l'idée qu'à la 3e infraction constatée, une interdiction d'accoster dans un port français est prononcée à l'encontre des navires appartenant à la compagnie maritime en infraction. Et en fait, cet amendement vise à durcir les sanctions applicables en cas de récidive en y ajoutant une interdiction d'accoster. Ce qui est absolument indispensable, il s'agit de rétablir une mesure qui a été proposée par notre camarade Mathias Tavel, que l'Assemblée nationale avait adoptée en première lecture. Le montant actuel de l'amende de la sanction pénale prévue est largement insuffisant pour contraindre au respect des dispositions de ce texte, qui a pour ambition de limiter le dumping social et les liaisons transmanches. Nous ajoutons donc cette sanction pour que la loi soit effective. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement ? Sur cet amendement, Madame la Présidente... Pardon. Veuillez m'excuser, Monsieur le député. Vous avez la parole pour un amendement identique. Monsieur Tavel. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. D'abord, une remarque de méthode. Bien sûr, nous partageons tous l'urgence de l'entrée en vigueur de cette loi de police et nous partageons tous le constat que si elle n'est pas votée d'ici la semaine prochaine, alors nous prenons un délai dans la vue qui n'est pas conforme à l'exigence que nous avons de protection de la sécurité maritime et des marins français. Pour autant, la méthode est un peu cavalière et nous travaillons ici à l'Assemblée la semaine prochaine. Le gouvernement aurait pu avoir le courage d'exiger que le Sénat se réunisse pour une deuxième lecture, ce qui nous aurait permis de défendre un certain nombre de points qui avaient été adoptés en première lecture à l'Assemblée, comme cet amendement sur l'interdiction d'accoster à la 3e infraction, ou à minima, de travailler à faire converger les points de vue. Vous avez fait le choix de donner au Sénat le dernier mot, ce qui n'est pas tout à fait l'esprit de notre Constitution. C'est donc une occasion un peu manquée, parce que, en l'espèce, les sénateurs LR ont envoyé un mauvais signal de grande complaisance à l'égard des patrons voyous des mers en supprimant cette interdiction d'accoster à la 3e infraction, en créant la possibilité de remplacer les amendes par un simple avertissement, par exemple, ou en supprimant le renforcement des sanctions pénales. Nous croyons au contraire que quand on a affaire à des sociétés comme la DP World, la maison mère de P&O, qui font plusieurs milliards d'euros de profit par an, il faut des sanctions extrêmement dissuasives, extrêmement fermes, si on veut faire respecter les avancées de ce texte, que sont la garantie de la parité du temps passé à bord et à terre, le respect du salaire minimum ou l'interdiction du RIF que le ministre a bien voulu reprendre de nos propositions. Mais voilà, il y a des limites dans ce texte qui n'avaient pas permis que nous l'approuvions en première lecture. Nous ne sommes pas évidemment pour y faire obstacle aujourd'hui, mais nous aurions souhaité que l'examen ici, à l'Assemblée en deuxième lecture, permette de le conforter, de le renforcer et d'avoir des sanctions vraiment dissuasives pour ces patrons voyous. Très bien. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements identiques ? Bien, c'est vrai que cette notion d'imposer une sanction à la 3e infraction, nous l'avions introduite en première lecture. Bien, moi j'ai envie de dire, le Sénat, encore une fois, dans sa sagesse, a renforcé juridiquement notre texte, puisqu'il a rejeté cette notion de 3e infraction.
et quelque part, il nous alerte en disant « Attention, la disposition que nous avons votée en première lecture, c'est pour plusieurs raisons, il faut la rejeter. D'abord, manifestement, c'est disproportionné. Elle ne respecte pas la proportionnalité des peines. Ensuite, elle ne respecte pas l'individualisation des peines. Et puis surtout, cette histoire de troisième infraction n'existe pas dans le droit. On ne dit pas, voilà, vous serez sanctionné au bout de la deuxième, la troisième ou la quatrième. Donc pour toutes ces raisons, eh bien, c'est un avis défavorable pour l'amendement 12 de Mme Rousseau et 17 de Mme Tavel, même si, encore une fois, c'est vrai... Monsieur Tavel. Monsieur Tavel, excusez-moi, Mathias. Même si c'est vrai, nous l'avions introduit en première lecture, mais toujours parce que ce qui doit nous guider, c'est la sécurité juridique de notre texte, eh bien c'est un avis défavorable. Très bien, Monsieur Jumel. Bon, d'abord, il arrive quelquefois en droit que quand on additionne des délits, on perd le droit d'exercer ce droit, le permis de conduire et l'illustration de cela. Moi, bon, il faut être clair, les sénateurs sont à droite, ils sont libéraux et ils n'aiment pas adosser le non-respect de la loi à des sanctions, surtout lorsqu'il s'agit d'entreprises. Bon, c'est dommage. Moi, je pense qu'il faudra, et je veux profiter de ça, redire qu'il faudra que l'État se dote des moyens humains de contrôle du non-respect des normes sociales liées au transmanche. Le contrôle est consubstantiel à la concrétisation de notre loi. Et puis par ailleurs, moi je vous indique qu'il y aura un autre mécanisme de contrôle, celui des marins et de leur organisation syndicale. Si au bout de 3 fois, P&O ait pris la main dans le sac de non-respect de la loi que nous aurons votée, peut-être qu'on sera conduit à faire des manifestations sur les ports, autorisées ou non, en lien avec les organisations syndicales, pour dénoncer en écharpe ce qui se sera passé. Très bien. Madame Rousseau ? Monsieur Tavel, non mais parce que comme il est porteur de l'amendement, généralement je les laisse avant, comme ça s'ils ont encore quelque chose à dire. Alors, Madame Rousseau, Madame Rousseau aussi est partie. Non, mais c'était juste pour rappeler qu'en fait, là, l'important, c'est quand même que cette loi soit effective, qu'elle ait des effets, donc. Et pour qu'elle ait des effets, il faut qu'il y ait des sanctions qui soient à la hauteur des effets qu'on attend. Et que là, c'est une sanction qui est assez simple en réalité et qui permettrait vraiment d'être dissuasive ou incitative à respecter les règles. Donc, je ne comprends pas l'avis négatif du rapporteur. Très bien. Monsieur Bourgeot. Oui, mes chers collègues, je ne crois pas que dans l'esprit, la droite, c'est faut pas de sanctions. Et puis, je crois que le texte, monsieur Jumel, je crois que c'est ce qu'on veut, c'est qu'on puisse l'appliquer. C'est-à-dire que justement, on évite, on va dire, de voter quelque chose qui pourrait nous nuire après et qui ferait que, justement, ce texte, il soit vide, comme certains, d'ailleurs, le disent. Et moi, je pense qu'il faut faire attention à en rajouter. Et si là, il y avait juridiquement un risque à ce que l'on vote quelque chose qui, un petit point qui permette aux personnes qui vont essayer de nous trouver des failles, d'en trouver. Moi, je trouve que, voilà. Et puis, je suis d'accord avec vous, monsieur Jumel, de dire que si ça se passe mal, ça ne veut pas dire qu'on n'y reviendra jamais. Moi, je pense qu'on l'a tous dit depuis le début sur ce texte. Il va sans doute pas être parfait, c'est ce qui est dit, mais au moins, on a le mérite de faire quelque chose. Et si on y trouve des failles, je pense qu'on sera assez intelligents tous ensemble pour y revenir et d'essayer de les contrer. Donc voilà ce que je voulais dire. Très bien. Monsieur Tavel. Oui, merci. Il y a un dicton populaire qui dit « mieux vaut prévenir que guérir ». J'entends ce que nous disent les collègues sur le fait que s'il y a des failles, on y reviendra. Si nous sommes en train de légiférer sur ce texte-là, c'est parce qu'il y a des failles qui ont prospéré, notamment à l'occasion du Brexit, mais on voit bien sur d'autres lignes hors transmanche que les failles de dumping social dans le transport maritime, elles sont assez larges, et que lorsqu'on a l'occasion par ce texte d'y remédier avec des sanctions dissuasives, je pense que nous devrions nous en saisir, parce que j'entends, monsieur le rapporteur, que vous nous dites que c'est une première étape, mais jusqu'à présent, nous avons du mal à décerner quelles sont les autres étapes dans la stratégie du gouvernement dans la lutte contre le dumping social. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous redéposerons cet amendement en séance, d'abord pour marquer que c'est l'Assemblée qui l'avait adopté et que donc certains collègues se déjugeront, et surtout pour que le ministre nous dise clairement quels sont les moyens précis, efficaces qu'il entend mettre en œuvre pour faire appliquer cette loi et quelles sont les mesures qu'il entend prendre ou proposer
pour que le dumping social cesse sur le transmanche, mais aussi sur l'ensemble des autres liaisons maritimes. Très bien, Monsieur Berthelot. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, nous-mêmes, j'ai déposé moi-même en séance un amendement dans ce sens visant à interdire l'accostage des navires sous peine de sanction. Vous nous dites, Monsieur le rapporteur, que cette mesure paraîtrait disproportionnée, mais force est de constater que l'Angleterre a également voté dans ce sens visant à interdire l'accostage des navires en cas de récidive. Donc n'oublions pas que si l'Angleterre l'a fait, nous pourrions au moins être à égalité dans ce sens. Dire aussi également que si cette proposition est disproportionnée, n'oublions pas quand même qu'on parle de vie humaine et de sécurité en mer. On parle des passagers, on parle des marins sur un détroit, le deuxième plus fréquenté au monde. Donc je ne pense pas que ces amendements soient disproportionnés. Et effectivement, si ça ne se passe pas en bonne et due forme et que les compagnies continuent à ne pas respecter la loi quand elle sera effective en janvier 2024, nous serons bien évidemment présents dans les terminaux du Calaisis et de Dieppe et de toute la façade ouest. Je vous remercie. Très bien, Monsieur le rapporteur. Bien, chers collègues, j'entends vos remarques les uns et les autres. Bon, plusieurs choses. D'abord, le principe de proportionnalité des peines, il n'est pas de gauche ou de droite, c'est simplement un principe constitutionnel. Voilà. Et encore une fois, je n'ai pas envie de prendre d'introduire une fragilité juridique dans notre texte. C'est un principe constitutionnel, la proportionnalité des peines. Ensuite, mais ne vous méprenez pas les uns et les autres. Notre proposition de loi, celle que nous examinons aujourd'hui, prévoit d'ores et déjà des sanctions pénales qui sont rehaussées. C'est ce que nous avons voté. Des sanctions administratives que nous avons créées nouvellement, qui n'existaient pas avant, pour assurer notamment le respect des obligations de l'article 1er. Le régime pénal que nous votons est suffisamment répressif, en tout cas bien plus que pour le terrestre. Et le niveau des amendes pénales est déjà le double de ce qui est prévu pour une infraction similaire en droit terrestre. Et lorsqu'une infraction sera commise par une personne morale, ce qui sera le cas dans les situations qui nous occupent, eh bien le montant est multiplié par 5 par rapport au montant de base, et il y a encore doublement en cas de récidive. Et enfin, comprenez bien que l'amende qui sera prononcée concerne autant de fois qu'il y a de salariés en infraction. Donc voilà, franchement, c'est pas parce que cet amendement est rejeté que nous allons faire preuve de mansuétude ou qu'il n'y a pas de sanction du tout. Encore une fois, nos sanctions seront dissuasives et largement plus élevées que le terrestre. C'est ce que nous avons voté. Chers collègues, vous avez raison de rappeler que les Britanniques ont introduit une telle mesure. On l'a vérifié, c'est la question que j'ai posée d'ailleurs. Et on me dit que la loi chez eux est construite différemment, c'est vrai, et surtout qu'elle laisse place à une large autorité portuaire. C'est l'autorité du port qui décide de ne pas voir le bateau accosté ou pas, et c'est l'autorité portuaire qui détermine la sanction. Et d'autre part, comparaison n'est pas toujours raison, parce que eux, par contre, ils n'ont pas d'amende administrative au pénal, au sens où nous l'entendons. Voilà. Merci. Donc, avis défavorable. Avis défavorable. Je mets aux voix donc ces deux amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Pardon? Amendement suivant. Madame Fiat. Amendement suivant. Oui, c'est Monsieur Tavel qui le défend. Je vais rapporter à M. Ruffin. Monsieur Tavel, vous avez la parole et lui seul a la parole. Merci. Monsieur le rapporteur, il s'agit là d'un amendement qui vise à rétablir la version de la loi que notre Assemblée a adoptée en séance, en supprimant la possibilité introduite au Sénat de remplacer la première amende par un simple avertissement. Il y a là aussi, il nous semble, une tolérance à l'égard de ces infractions et de ce dumping qui n'a pas lieu d'être quand on dit partager, comme nous le faisons tous ici, la volonté d'une réponse ferme et d'une défense très ferme des droits sociaux et de la sécurité maritime. Cette logique d'avertissement, alors qu'on a face à nous des sociétés multinationales qui ont fait la démonstration l'année dernière du peu de cas qu'elles faisaient de leurs salariés, je crois qu'il y a là, à minima, de la naïveté, sinon de la complaisance. Rétablissons le texte tel que nous l'avions adopté en première lecture.
Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? Ce sera un avis défavorable. Le recours possible à l'avertissement est prévu par le Code du travail et dans le cas d'application de sanctions administratives. En permettant le recours à un avertissement, chers collègues, il ne s'agit nullement de minimiser l'efficacité de la présente loi, mais bien au contraire d'utiliser justement toutes les possibilités offertes pour sa bonne application en graduant les peines applicables en fonction notamment des circonstances et de la gravité des faits, comme cela est déjà fait aujourd'hui. Mais l'avertissement n'est pas une étape obligatoire, on n'est pas obligé de passer par un avertissement. Si l'infraction est suffisamment grave, bien évidemment, on va directement à la sanction. L'avertissement n'est qu'une possibilité de la graduation, mais ce n'est pas une étape obligée. Donc, amendement, avis défavorable. Très bien, Madame Gouraud. Oui, merci, Madame la Présidente. Enfin, on comprend qu'il faut voter conforme, mais en fait, c'est dommage quand même de rejeter de tels amendements parce que on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on sait qu'on a très peu de personnes qui pourront aller surveiller un peu ce qui se passe dans les ports. De mémoire, il y a une personne pour 3500 marins. Donc, en fait, le risque de se faire déjà attraper, il est assez faible. Et en plus, si c'est juste un avertissement, on peut penser qu'il y a des bateaux pourront encore circuler 2 ou 3 ans sans jamais être verbalisés. Très bien, monsieur le rapporteur. Oui, monsieur Tavel. Merci. Pour aller dans le même sens, effectivement, l'avertissement est une possibilité. C'est ce qui est écrit. On sait tous que si on crée des possibilités, c'est pour s'en servir. Or, en la matière, il me semble que nous avons largement passé les bornes de la logique de l'avertissement. Et ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de sanctions et de répression. Je note que quand il s'agit d'infractions au Code du travail, il y a une première étape qui est l'avertissement possible. Clairement, vous n'avez pas la même politique pénale dans tous les domaines. Monsieur le rapporteur. L'avertissement ne sera pas la règle, encore une fois. L'avertissement est juste une étape prévue dans le Code du travail. C'est la graduation des sanctions. C'est dans notre Code du travail. Donc on ne peut pas le retirer. Et encore une fois, ce n'est pas une étape obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'un armateur qui ne respecterait pas d'une manière cinglante les dispositions dans notre loi, on ne va pas simplement lui envoyer un avertissement. Ce n'est pas ça le sens de cet amendement. C'est simplement dire que c'est possible. Et si la sanction est grave, si l'infraction est grave, on ira directement à la sanction, bien sûr. Défavorable. Donc, je mets aux voix cet amendement qui a reçu donc un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement suivant, Madame Rousseau. Alors cet amendement du groupe écologiste vise à informer les organisations syndicales représentatives de la marine marchande et du personnel portuaire des sanctions administratives prononcées à l'encontre de l'employeur ou de l'armateur, ce qui aujourd'hui n'est pas obligatoire. La version actuelle du texte prévoit que l'autorité administrative qui prononce des sanctions administratives informe le procureur de la République des suites données aux infractions constatées, mais elle ne prévoit pas que la publicité des infractions constatées. Donc, afin de permettre aux organisations syndicales d'effectuer le suivi des infractions et, le cas échéant, d'accompagner les salariés concernés et de contribuer à une amélioration de la situation, il nous semble indispensable qu'eux aussi soient informés des infractions commises. Cet amendement permettra aussi aux syndicats d'avoir connaissance d'éventuels comportements systémiques frauduleux de la part de certains employeurs. Et vraiment, je vous invite à le voter. Monsieur le rapporteur, votre avis? Je ne comprends pas bien cet amendement. Les syndicats seront informés. Les organisations syndicales auront l'information, Madame Rousseau, j'en suis convaincu. Mais dans aucun secteur d'activité, il n'existe un suivi par les partenaires sociaux des infractions sanctionnées administrativement, enfin ça n'existe pas. Et en vertu de la Constitution qui fixe les pouvoirs de l'exécutif, du législatif et du judiciaire, il ne peut être confié un pouvoir de suivi des infractions aux partenaires sociaux. Ça n'existe nulle part ailleurs et ça n'existe pas d'ailleurs dans le droit français. Mais pour autant, et pour répondre à votre préoccupation, à votre inquiétude, Madame la députée, je vous rappelle que, bien évidemment, le ministre est engagé à présenter à échéance précise un bilan des contrôles et des suites données devant le Conseil supérieur de la marine marchande. Donc, cette information, elle sera bien faite, mais elle ne sera pas faite directement aux organisations syndicales. Elle sera faite par le Conseil supérieur de la marine marchande où siègent, Madame la députée, les organisations syndicales.
Très bien. Oui, Madame la députée Rousseau. Enfin, il ne s'agit pas de faire un suivi des sanctions, juste d'informer les organisations syndicales qui, après, elles pourront disposer de cette information comme elles le souhaitent. Et par ailleurs, en fait, quand il y a un retour dans l'instance que vous venez de mentionner, c'est un retour général, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas le détail des sanctions. Et vraiment, là, je trouve que vous bottez en touche d'une manière qui est limite malhonnête intellectuellement, monsieur le rapporteur, je ne voudrais pas dire, mais limite. Ouais. Vous n'avez pas, je pense que vous n'avez pas écouté ma réponse. Le Conseil supérieur de la marine marchande, madame la députée, est composé d'organisations syndicales. Et le ministre est engagé à donner effectivement au Conseil supérieur de la marine marchande, à donner l'état précis des sanctions. Voilà. Donc c'est... Bon, attendez. Allez, avis défavorable. Très bien. Donc je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement suivant, madame Rouault, le 6. Voilà. Oui, merci Madame la Présidente. Alors cet amendement vise à harmoniser les sanctions puisque, de mémoire d'ailleurs, on avait un montant d'amende administrative à 7 000 € par marin. Donc aujourd'hui, au retour du Sénat, c'est 4 000 en amende administrative et 7 500 € par marin. Donc bien, nous vous proposons donc d'harmoniser ces amendes. Très bien, Madame la députée. Monsieur le rapporteur, votre avis? Merci Madame la Présidente. Madame la députée, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons déjà voté un régime de sanctions dissuasives, pénales ou administratives qui ont été rehaussées dans notre texte de loi. Et votre amendement, même si nous partageons bien évidemment la volonté que les sanctions soient suffisamment dissuasives, je l'ai dit, nous devons respecter le principe de proportionnalité des peines. Donc avis défavorable. Très bien. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement suivant, madame Rouault, le 8. Excusez-moi. Donc, c'est un amendement pour fixer la date de l'entrée en vigueur de ce texte au 1er janvier 2024. Parce qu'effectivement, dans l'hypothèse, et je pense que ça va être le cas, on aura un vote conforme, eh bien... il se passerait donc plusieurs mois entre la promulgation de la loi et l'entrée en vigueur de l'article au 1er janvier 2024. Donc nous, on vous demande donc de laisser au gouvernement le soin de fixer cette date d'entrée en vigueur par décret, tout en garantissant que cette date ne puisse être postérieure au 1er janvier 2024. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? Demande de retrait ou défavorable, puisque votre amendement est déjà satisfait, puisque dans le texte de la loi, à l'article 48, il est clairement indiqué, le présent article, donc l'article 1, entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Le 1er janvier 2024, quand on y sera. Donc c'est déjà, vous demandez que... vous demandez que la date d'entrée en vigueur soit le 1er janvier 2024. Donc, mais voter une loi et ensuite voter un décret pour dire que la loi devra s'appliquer le 1er janvier, d'abord, je ne sais pas si c'est vraiment une pratique constitutionnelle. Et d'autre part, c'est assez curieux, votre amendement, il est même paradoxal, parce que vous demandez de voter un amendement qui donc ne pourra pas voter, on ne pourra pas voter conforme le texte du Sénat, donc ça va retarder de plusieurs mois, et ce ne sera sûrement pas le 1er janvier 2024, parce que si on l'adopte, ce ne sera pas conforme, et il faudra attendre au moins plusieurs mois. Voilà. Donc avis défavorable. Oui, voilà, parce que du coup, la précision, il est retiré du coup. Ah oui, voilà, merci. Donc, il est retiré. Je mets aux voix l'article 1er qui est pour, qui est contre. L'article 1er est adopté. Nous en arrivons à l'article 1er bis. Alors, l'absence d'amendement. Il n'y avait pas d'amendement, donc la suppression de l'article 1er est supprimée. Bis, pardon. Oui. Confirmé, voilà. Ensuite, on arrive à l'article 1er ter avec un amendement de M. Tavel. Oui, merci Madame la Présidente. C'est la même logique, c'est la suppression de l'avertissement au profit de sanctions immédiates à un autre endroit du texte. Monsieur le rapporteur, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire. Si nous n'avons pas la possibilité d'amender ce texte, ce n'est pas de la faute des collègues de la NUPES. C'est de la faute du choix du gouvernement de ne pas inscrire ce texte en deuxième lecture au Sénat. Voilà, et vous avez de cette façon donné une forme de 49.3 sénatorial où nous sommes obligés de prendre ou de laisser un texte, ce qui, de notre point de vue, ne permet pas un bon travail parlementaire et l'enrichissement de cette loi dont nous avons grandement besoin. Mais c'est votre responsabilité, ce n'est pas la nôtre.
Très bien, monsieur le rapporteur. C'est cette responsabilité que j'assume clairement, monsieur le député. Si j'avais l'intime conviction que le texte qui ressort du Sénat ne correspond pas aux valeurs que nous avons défendues dans ce texte en première lecture, j'aurais demandé effectivement un vote non conforme et nous aurions pris le temps effectivement de l'améliorer encore. Ce n'est pas le cas, je l'ai dit dans mon propos liminaire. Le texte ressort du Sénat conformément à ce que nous avons voulu voter et les amendements que vous proposez aujourd'hui, comme celui-ci, l'avertissement, franchement, c'est pas ça qui va dénaturer ou améliorer ou renforcer le texte. L'avertissement, encore une fois, n'est qu'une possibilité inscrite dans le Code du travail. Ce n'est pas une obligation de passer par l'avertissement. Je le répète, on peut aller bien évidemment directement à la sanction et c'est ce que feront les services de l'État si l'infraction est grave, est suffisamment grave pour ne pas passer par un avertissement, bien évidemment. Très bien. Je mets aux voix donc cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Je mets aux voix l'article 1er terre, qui est pour, qui est contre. L'article 1er terre est adopté. Article 2, je mets aux voix l'article 2, qui est pour, qui est contre. L'article 2 est adopté. Je mets la suppression de l'article 3 est confirmée. Pardon. L'article 4. Madame Rouault pour le 7. Oui, très brièvement, comme je suis co-rapporteur du suivi de cette loi avec le rapporteur, je retire donc cet amendement puisque nous aurons tous les deux l'occasion de voir si les moyens sont suffisants pour l'application de cette loi. Donc il est retiré. Oui, donc la suppression de l'article 4 est confirmée. Et enfin, mes chers collègues, je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Qui est pour? Qui est contre? La proposition de loi est adoptée et je vous remercie pour ce vote à l'unanimité. Et je remercie le rapporteur et le félicite pour la qualité de son travail ainsi que votre participation active.